Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis particulièrement excité de vous proposer la suite de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Je sais, je fais durer le plaisir, que voulez-vous. Aujourd'hui, je vous parle de 10 jeux exceptionnels, les jeux en position numéro 30 jusqu'à 21. Et là, je vous le dis, là, on arrive dans du bon, du très bon. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. En position 30, on a le 7e continent. Allez Billy, fais pipi dans la boîte. Allez, on l'a pratiqué tantôt là. T'aimes mieux faire pipi dans l'extension? Bon, ok. En position 30, Chronicles of Crime, un jeu de 2018 pour 1 à 4 joueurs, bien qu'on dise maximum 4 joueurs. Là. J'ai fait d'innombrables parties à plus de 4 joueurs puisque les décisions sont prises simultanément et qu'on n'incarne pas vraiment un personnage. Donc 1 à 4 joueurs, question maximisation du plaisir, peut-être 4 joueurs, là, mais vous pouvez jouer à 5, pas de problème. Durée d'environ 60 à 90 minutes de mes expériences. Je dirais qu'on dépasse là, le 90 minutes selon le scénario. Et Chronicles of Crime est un jeu exceptionnel. J'aime énormément les jeux d'enquête. Déjà là, d'entrée de jeu, j'aime les jeux d'enquête, de déduction, coopératif, où est-ce qu'on discute avec les autres, on fait des hypothèses, on essaie de deviner ce qui s'est passé, et en cours de partie, on a de plus en plus d'informations, parfois des fausses pistes et tout ça. Donc ça, c'est vraiment bien représenté dans l'univers de Chronicles of Crime. Et on a une application qui va être intégrée, application qui me faisait peur, je dois l'avouer. Là, c'est pas tout le monde qui est fan de l'intégration des applications dans les jeux de société, mais ici, l'application est facilitante, c'est-à-dire qu'elle va gérer les dialogues et gérer des petites choses aussi qui seraient difficiles à gérer avec un livre ou un support papier, entre autres, le temps qui passe. Alors, dans Chronicles of Crime, il y a le principe, le concept du temps qui va passer, l'heure est importante, et parfois on va se déplacer d'un lieu à l'autre, on va faire des interactions avec des personnages, et le temps va avancer, parce que parfois, pour résoudre une enquête, on peut avoir 3 jours, par exemple, et il y a des personnages qui ont une routine de travail, de déplacement, et qui vont être seulement disponibles à certains endroits, à certaines heures. Donc, l'application va bien gérer ça. L'application va aussi nous donner la possibilité de... Là, on ne voit pas très bien ici, là, c'est pour pas spoiler quoi que ce soit, mais d'observer les scènes de crime en 3 dimensions avec la technologie de la réalité virtuelle. Donc, on va utiliser un support comme un téléphone. On peut avoir des petites lunettes ou non, on peut avoir un casque ou non, seulement avec le téléphone, pas de problème, et on va pouvoir observer la scène de crime en 3 dimensions et communiquer aux autres joueurs autour de la table quels sont les éléments qu'on juge être pertinents, qu'on observe. Vraiment plusieurs scénarios différents, dans des ambiances différentes, des niveaux de difficulté variables aussi. Pour ce qui était de la première boîte, on a 2 extensions. Il y a l'extension noire et l'extension Red View que j'ai toutes faites. Donc j'ai tout terminé. Je crois qu'il me restait un scénario de l'extension Red View. Et dernièrement, là, il y a la nouvelle série qui est sortie également. Donc moi, j'ai la boîte Chronicles of Crime 1400. J'ai fait le tutoriel du prototype à l'époque lorsque Lucky Duck Games me l'avait envoyé. J'ai pas fait encore de scénario officiel, mais ça ne saurait tarder. Donc, Chronicles of Crime, pour moi, là, c'est toujours du plaisir de retourner dans cet univers. Numéro 29, Great Western Trail, un jeu de 2016 pour 2 à 4 joueurs, durée approximative de 75 à 150 minutes, un jeu d'Alexander Pfister, un de mes auteurs préférés. Et dans Great Western Trail, on va avoir plusieurs choses à prendre en considération.
En fait, je pourrais tout simplement vous orienter vers la vidéo Apprendre à jouer en 5 minutes de Great Western Trail que j'ai fait. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu et que vous voulez avoir un maximum d'informations condensées, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo. Mais sinon, on a un trajet, une trail. Un trajet ici qui va passer à travers vallons et vallées et jusqu'à Kansas City. Et à notre tour, on va pouvoir déplacer notre petit cowboy au début de la partie de 1 à 3 emplacements. Et les emplacements, ce sont les bâtiments qu'on voit là. En début de partie, les bâtiments vont être très peu nombreux, donc on va avancer plus rapidement si on le désire, si on désire faire 3 avancements à chaque fois. Et on va activer le bâtiment sur lequel on termine notre course. Donc, on peut avoir plusieurs stratégies. On peut décider de bâtir des bâtiments pour pouvoir justement faire déclencher leurs actions qui sont de plus en plus fortes, faire des points de victoire, mais aussi contraindre nos adversaires à payer des taxes lorsqu'ils passent sur nos bâtiments. Mais aussi, on veut à la fois prendre notre temps pour avancer dans cette piste pour activer le maximum de bâtiments possible, mais en même temps, on va être rapide parce que lorsqu'on arrive à Kansas City, c'est là où on va pouvoir vendre nos vaches, nos bovins, notre bétail. Alors, on a un aspect de deck building avec ces cartes, justement. En haut, on voit les cartes de départ et en bas, on voit les cartes qu'on peut récupérer, qu'on peut acheter au marché, qu'on voit dans le bas ici du plateau. Et ces cartes, lorsqu'on va arriver à Kansas City, on voudra avoir un maximum de bétail différent pour pouvoir les vendre, faire de l'argent avec ça. Et l'argent, c'est potentiellement des points de victoire en fin de partie. On va avoir un petit plateau comme ça qui va être personnalisable. Donc, plein de choses en cours de partie qui peuvent nous amener à retirer des petites pinouches, des petits disques comme ceci de notre plateau et de les déplacer. Donc, sur le plateau principal, entre autres, ça va débloquer justement des déplacements supplémentaires, des actions secondaires, des nouvelles actions secondaires, plus de cartes dans nos mains qu'on peut conserver. Plein de choses, j'adore, j'aime vraiment le principe de personnalisation de son plateau personnel. Beaucoup de stratégies également qui sont viables vers la victoire. Je ne vous ai pas parlé des gares, en plus des objectifs, des personnages aussi et leurs habiletés propres. Mais Great Western Trail, toujours du plaisir lorsque j'y joue. Position 28, je vous parle de Bruges, un jeu de 2013. Oh là là, des vieux jeux aujourd'hui. Un jeu de Stefan Feld, 2 à 4 joueurs, durée d'environ 60 minutes, très réaliste. Et Bruges, si votre mémoire est bonne, et si vous écoutez la plupart de nos vidéos, il y a de cela un bon moment, j'ai fait une vidéo top 5, je crois, des jeux que je regrette avoir vendus. Et Bruges était mon numéro 1. Je sais qu'il y a justement un nouveau titre qui va sortir éventuellement du nom de Hambourg. Je ne sais pas à quel point là, les deux jeux sont vraiment comparables. Là. Si vous avez des informations, vous pourrez me les indiquer dans la section commentaires. Mais Bruges est vraiment excellent. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai vendu ce jeu-là. Probablement que je n'y jouais pas assez souvent, puis que c'est dommage. C'est dommage. Vraiment un excellent jeu. Donc, dans Bruges, on va vouloir faire le plus de points de victoire. Et pour ce faire, on va avoir des cartes en main, comme on voit un peu en bas ici. Et ces cartes, on va les récupérer dans 2 sabots, 2 pioches, sur lesquels on voit toujours la première carte visible. Et ce qui importe, lorsque vient le temps de compléter notre main, c'est la couleur des cartes. Donc, on voit toujours au moins 2 cartes visibles. Et à notre tour, on va remplir notre main jusqu'à 5 cartes. Donc, s'il me reste seulement 3 cartes en jeu, eh bien, je vais en piocher 2. Donc, je pourrais en prendre la carte jaune juste ici et dévoiler une nouvelle carte. Que je pourrais alors récupérer, sinon la carte violette de l'autre côté est toujours disponible pour moi. Et lorsque ma main sera complète, là je pourrai dévoiler ces cartes et on va avoir en fait des actions qui vont toujours être les mêmes pour les couleurs de cartes. C'est-à-dire que toutes les cartes peuvent me permettre de récupérer des nouveaux ouvriers, de générer de l'argent, de me débarrasser d'un danger, de creuser des canals, de construire un bâtiment, et de justement mettre en jeu un personnage. Les personnages, ceux-là, par contre, sont tous différents. Je crois qu'ils sont tous uniques, en fait. Il y a, je crois, 165 cartes dans Bruges. Donc,
Juste la gestion des cartes multi-actions, ça c'est un mécanisme que j'apprécie vraiment, surtout lorsqu'il est bien implanté. Et c'est le cas ici, là, on a un total de 6 actions possibles par carte. Beaucoup de choix, beaucoup de stratégies. Et les dés, justement ici on voit quelques exemples de cartes qui au final sont presque toutes pareilles, sauf pour les personnages. Et les dés vont être importants aussi, parce qu'ils vont être lancés à chaque manche, et il y a des événements qui vont affecter pratiquement tous les joueurs, c'est-à-dire que lorsqu'on va rouler des 1 et des 2, eh bien ça va influencer le coût pour avancer dans le tour, dans la manche plutôt, sur la piste de réputation ici. Et lorsqu'on lance des 5 ou des 6, eh bien, tous les joueurs vont être affectés de calamité, ou du moins vont récupérer des jetons de danger. Et lorsqu'on aura 3 jetons d'un même type, on va être pris pour cible pour des infestations de rats, des incendies, des voleurs, des choses comme ça. Alors, vraiment un jeu agréable. S'il vous plaît, si vous avez des informations sur Hambourg, qui est un peu comme le reprint du jeu, la réimpression du jeu, peut-être qu'il y a des nouveaux éléments. En tout cas, si vous avez des informations là-dessus, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir parce que j'ai encore mal au cœur de m'être débarrassé de mon 28e meilleur jeu sur la planète. À quoi j'ai pensé? Position 27, Glenmore 2 Chronicles, un jeu de 2019, mais le jeu original, si on va voir dans quelques instants, est un jeu qui date d'il y a quand même quelques années. J'ai en tête 2013. Allons voir ça. 2010. Alors, Glenmore, le jeu original 2010. Glenmore 2 est la version reprise et améliorée, disons-le ici, avec beaucoup de rejouabilité, puis vraiment plus belle, comme vous allez le voir. Donc, un jeu de 2 à 4 joueurs, de 90 à 120 minutes, un jeu de Matthias Kramer. Et comme vous le constatez, c'est du super beau. La qualité des composantes est hallucinante, c'est magnifique. On est dans du placement de tuiles, gestion de ressources, on a un petit peu le petit côté économique aussi, comme vous allez le constater. Dans Glenmore 2 Chronicles, on a une espèce de plateau comme ceci. Je crois qu'on va le voir un peu mieux ici. Bon, on le voit en partie. Donc, on voit au milieu le marché. On peut vendre et acheter des ressources. On est dans la thématique de l'Écosse et tout ça. Et on va avoir des tuiles tout le tour de ce plateau qui représentent des opportunités. En fait, c'est une piste d'opportunités, si on veut. Et à notre tour, eh bien, le dernier joueur sur cette piste, bon, on la voit un petit peu plus au loin ici, mais le dernier joueur sur cette piste va pouvoir avancer son ouvrier et aller réserver une tuile qu'il va pouvoir ajouter à son territoire. Et c'est toujours le dernier joueur sur la piste qui va pouvoir jouer. Donc, on a la possibilité de prendre notre ouvrier et de faire un super grand bond pour aller chercher la tuile dont on a absolument besoin, une tuile très puissante. Mais après ça, le prochain joueur, s'il est le dernier, eh bien, il pourrait faire plusieurs petits bonds pour aller récupérer peut-être des tuiles un peu moins efficaces, mais davantage de tuiles, donc davantage de possibilités. Toutefois, en fin de partie, plus on a un territoire qui est vaste, plus on peut être pénalisé. Donc, il y a un équilibre à avoir. Et lorsqu'on va ajouter une tuile à notre royaume, c'est ce qui est intéressant, on va pouvoir activer la tuile et activer toutes les tuiles qui lui sont adjacentes aussi. On a beaucoup de tuiles qui vont produire des ressources, mais on a également des tuiles qui vont nous permettre de faire des échanges de ressources, de la transformation, des tuiles également qui vont nous permettre de déplacer des personnages, ce sera très utile en cours de partie. Et donc, plusieurs possibilités. On a même des tuiles personnages aussi qui vont donner de l'influence. L'influence, on va pouvoir avancer sur le petit plateau ici des clans. Mais comme si ce n'était pas tout, ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu la base du jeu de base. Parce que on ajoute 8 chroniques. Qu'est-ce que c'est des chroniques? Ce sont des modules. Donc, on a 8 modules qu'on peut ajouter, qu'on peut mélanger entre eux aussi. 8 modules qui vont venir ajouter des nouveaux éléments de jeu, des nouveaux mécanismes, des nouvelles opportunités pour faire des points, des nouvelles contraintes. Donc, ici, on a le module
1. Ici, on a le module 1 qui est le module de la rivière, si je ne me trompe pas, avec les dracars. Le module 3, ici, avec des bâtiments supplémentaires. Celui-là, je ne l'ai pas joué. On dirait des mines ici, ou des... Ah non, ce sont la fabrication de barils, avec des caves à barils de whisky ou quelque chose comme ça, là. Alors vraiment, j'ai pas joué à toutes les chroniques encore, mais c'est vraiment un excellent jeu, là. Le mécanisme de sélection des tuiles avec la piste ici, est-ce que je fais un grand bond pour aller chercher une tuile que je veux vraiment, mais après ça, je donne peut-être plein de tuiles à mes adversaires, la gestion de notre royaume, l'influence avec les clans en plus, les modules, la gestion des ressources, le marché, vraiment c'est vraiment, vraiment bon, Glenmore 2 Chronicles. J'ai fait une vidéo, justement, il y a de cela plus d'1 an, je crois. C'était ma première vidéo, apprendre à jouer en 5 minutes. Vous irez jeter un coup d'œil là-dessus, là. J'étais vraiment fier de cette vidéo-là. Position 26, on est dans du sombre, du très, très sombre, avec This War of Mine. Un jeu de 2017. Un jeu pour 1 à 6 joueurs. Bon, encore une fois, le nombre de joueurs, c'est quasi hypothétique, là. Ici, on n'incarne pas un personnage. On pourrait décider là, de choisir les décisions qui concernent seulement un personnage, mais ici, il n'y a pas de tour de jeu. On ne joue pas un rôle. C'est un jeu coopératif, par contre, là, mais toutes les décisions sont prises ensemble. C'est vraiment une expérience. Si vous me demandez la question à moi, là, c'est clairement un jeu pour expérience solo ou à 2 joueurs maximum, là, maximum selon moi. Mais bon, comme on voit ici là, dans les recommandations, la communauté recommande 1 à 3 joueurs, meilleur en solo. Je suis d'accord avec ça. Session de jeu pour 45 à 120 minutes. Bon, 45 minutes, ça c'est si vous mourrez. 120 minutes, j'ai pas fait de partie en bas de 3 heures personnellement. Mais bon, apparemment que c'est possible. Peut-être que je manque de pratique. On dit 18 ans et plus, parce qu'on va aborder des thématiques sombres, dark, violentes. On va parler de sujets comme l'utilisation de drogue, surdose, suicide, viol, infanticide, des choses comme ça. Alors, sachez-le, c'est un univers très sombre qu'est celui de la guerre. Alors, dans ce jeu, on va incarner des survivants, ou plutôt des civils. Donc, on ne sera pas des militaires ou quoi que ce soit, mais on est en temps de guerre civile. Et on est des citoyens ordinaires qui veulent survivre au milieu de ce chaos. On a trouvé refuge dans une maison en décrépitude et on va devoir... et l'hiver approche, en fait. Donc, un hiver très rude. Et on va devoir récolter des ressources, certainement, pour survivre, la nourriture, mais aussi des matériaux pour rafistoler notre refuge. Parce que si on habite là, eh bien, sachez qu'on n'est pas les seuls et que dans cette ville fantôme, il y a très certainement plusieurs réfugiés survivants qui désirent aussi trouver refuge quelque part. Et ça ne va pas toujours finir à l'amiable, disons-le ainsi. Donc, beaucoup de gestion à faire pour ce qui est de la personnalisation, de la construction de notre refuge. On va pouvoir même construire certaines choses, on va pouvoir l'améliorer, on va pouvoir avoir accès à des endroits qui étaient inaccessibles en début de partie. Et on va pouvoir, une fois de temps en temps, aller explorer, c'est-à-dire sortir de notre refuge, parce que, bon, on ne fait pas pousser des tomates dans notre jardin en début de partie. Donc, en sortant, c'est là où on va arriver face à des événements qui sont pas mal tous négatifs, avouons-le. Et on va avoir un immense livre de script pour tout ce qui est de narration. Et les narrations, je vais vous le dire, c'est le cœur du jeu. Ce sont des problèmes éthiques déchirants. C'est un jeu qui peut nous faire nous chambouler. Là. Moi, il y a des parties, des choix où est-ce que je lisais ça et je me disais, c'est donc bien poussé. Là. Une chance que c'est un jeu. Là. Je pourrais jamais être dans une situation
tel quel. C'est un jeu qui a fait pleurer des gens. C'est vraiment une expérience là, qui va vous virer à l'envers et c'est pourquoi c'est tellement excellent. C'est un jeu de gestion exceptionnel. Ajoutez à ça une narration brillante, des choix déchirants, pas juste là pour est-ce que je vais chercher un bout de bois ou 3 nourritures. Non, c'est plus est-ce que j'ignore une femme en train de se faire violer pour moi avoir des chances de m'en sortir vivant. Toute la gestion du moral, de la dépression dans le jeu, c'est vraiment là, top notch. C'est un jeu qui mérite d'être aussi haut dans mon top. On y est, le top 25, et on y va avec Wingspan, un jeu de 2019 pour 1 à 5 joueurs, durée d'environ 40 à 70 minutes. Et vous allez le constater, c'est pas mal un des seuls jeux où moi et Board Game Geek, on est quasi d'accord. Là. Alors moi, je le mets en position 25. Dans le top des meilleurs jeux sur la planète selon Board Game Geek, le jeu se situe en position 22, 24 pour ce qui est des jeux stratégiques et en première place pour ce qui est des jeux accessibles un peu à monsieur et madame tout le monde, là, les jeux familiaux, si on veut, là, pas vraiment familiaux, c'est pas le bon terme ici selon moi, là, mais bref, jeu accessible. Donc, position 25 pour moi. Wingspan. Ah là là, j'aime beaucoup le jeu. Bon, parlons du matériel. Le jeu est exceptionnellement beau, composante hors de ce monde. Plateau, ce que vous voyez ici, c'est un plateau individuel d'un joueur. Là. C'est gros, on a de la place pour jouer, les cartes sont belles. On va gérer là, une réserve pour attirer des oiseaux. Bon, thématique, on l'a déjà vu plus excitant, là, peut-être, en tout cas pour moi. Là, mais bon, je veux dire, côté mécanique et tout ça, là, c'est vraiment, ça roule bien. Et on va avoir même une petite mangeoire. Elle est où ma mangeoire? Une mangeoire comme ça qui est totalement accessoire, mais c'est agréable de pouvoir lancer nos dés dans cette tour à dés thématique. Et donc, dans Wingspan, on va vouloir attirer des oiseaux. En générant, oui, de la nourriture, mais ultimement en allant sélectionner des cartes oiseaux qui sont toutes uniques, disons-le, et on a plus de 200 cartes là, facilement dans le jeu de base. Et ces oiseaux vont avoir des types de nourriture qu'on va devoir dépenser pour les récupérer, les attirer dans notre réserve, mais aussi vont avoir des habitats où ils vont demeurer. On a toutes sortes d'animaux, là, toutes sortes d'oiseaux, donc on en a même qui peuvent aller dans plusieurs habitats. Et on va donc les placer dans nos habitats. Et par la suite, on va pouvoir actionner certaines actions, comme par exemple tous les oiseaux de nos forêts. Donc, on va activer ces oiseaux-là, on va activer nos oiseaux de la prairie. Et bon, ce que je viens de vous dire, là, ultimement, c'est pratiquement toutes les règles du jeu, mais les subtilités, les combos vont venir justement des pouvoirs de ces cartes. On a des cartes qui vont faire pondre des œufs. Les œufs vont valoir des points. On a des oiseaux qui vont aller manger. Donc, on a des gros charognards qui vont aller manger des oiseaux plus petits qu'eux. On va glisser les cartes en dessous de ces cartes-là. Et ça va être des points en fin de partie. On a des oiseaux qui ont des types de nids différents. Ça peut correspondre à certains objectifs. On va avoir des objectifs personnels aussi, secrets, qui, en fin de partie, on va vouloir, par exemple, des oiseaux dont, à quelque part dans le nom, il y a une couleur, ou des oiseaux d'une envergure de plus de 50 cm, ou de moins de 50 cm, tout ça. Donc, beaucoup de choses quand même, de possibilités dans ce jeu qui, ultimement, est très simple, mais qui va quand même vous amener à vous creuser la tête pour voir comment vous faites pour arriver un peu à tout avec les cartes que vous avez. Il existe plusieurs extensions qui rajoutent une tonne d'oiseaux, de nouveaux mécanismes aussi. Les composants sont exceptionnels, puis j'ai toujours envie de manger des petits œufs lorsque je joue à Wingspan. En position 24, on retrouve un de mes jeux préférés, Les Charlatans de Belcastel, un jeu de 2018, 2 à 4 joueurs, durée d'environ 45 minutes, un jeu de Wolfgang Schwarz. Bon. Je donne 2 points à la personne qui me fait un code de sonorité, là, de comment prononcer le nom de M. Warsch dans les commentaires. Alors, Charlatan.
là là, j'ai fait énormément de parties de charlatans. J'en ai parlé énormément sur la chaîne aussi. Alors bon, je vais peut-être me répéter un peu. Mais dans Charlatan, c'est vraiment là, c'est un jeu de push your luck et de bag building. Je viens d'accrocher mon micro. Donc, du bag building, c'est qu'on va récupérer des ingrédients. On en voit quelques jetons ici, quelques exemples. Des ingrédients qu'on va ajouter dans notre sac. Et en cours de partie, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va piocher des ingrédients de notre sac. La plupart de ces ingrédients vont être bénéfiques. Par contre, le moment où on va les piocher, c'est ce qui va ajouter du piquant un peu à notre partie. Toutefois, on a quand même des ingrédients qui sont négatifs dans notre chaudron, dans notre sac plutôt, qu'on sera parfois contraint d'ajouter à notre chaudron lorsqu'on va les piocher. Et si jamais la valeur de ces ingrédients négatifs arrive à 7, si ma mémoire est bonne, eh bien notre potion qu'on est en train de concocter va exploser. Et là, on a trop poussé notre chance, on ne peut plus continuer à jouer parce que c'est simultané, il n'y a pas de tour de jeu, tout le monde joue en même temps. La petite twist, c'est que c'est le joueur qui décide lorsqu'il arrête de piocher des ingrédients de son sac. Donc, à chaque fois qu'on pioche un ingrédient, on va l'ajouter à notre chaudron. Et on va le faire avancer, si on veut, on va le placer plus loin selon la valeur qui est inscrite sur ce jeton. Donc les 1, on va les mettre tous l'un en arrière de l'autre. Lorsqu'on pioche 1, 2, eh bien, on va le placer 2 emplacements plus loin que le dernier jeton. Donc plus la valeur est élevée, plus nos jetons vont être placés plus loin et plus on va faire des points et plus on va pouvoir s'acheter des nouveaux jetons pour améliorer nos performances lors des prochains tours. Vous comprenez le principe, je crois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que selon les couleurs de jetons, on va avoir toutes sortes de pouvoirs, comme on voit juste ici. Donc, avoir la possibilité de piocher 2 jetons d'un coup et en choisir un qu'on va mettre dans notre chaudron et l'autre, on le remet dans notre sac. Faire avancer notre goutte qui nous donne des avancements, aller récupérer des diamants, toutes sortes de choses. En fait, on a 4 pouvoirs différents pour chaque ingrédient dans le jeu de base et on peut faire des combinaisons différentes à chaque fois. Vraiment, vraiment super bon. Moi, ce que j'aime le plus dans Charlatan, je l'ai déjà dit, là. Lydia, tu vas être tanné de me l'entendre dire, là, mais dans Charlatan, moi, ce que j'aime le plus, c'est le sentiment, là, lorsque je vois les autres, là, que ça va bien leur affaire, leur chaudron, puis là, moi, je vois mon chaudron, je suis à 5, et là, je sais qu'il me reste des ingrédients qui pourraient me faire exploser n'importe quand, et là, je mets la main dans mon sac, puis je me dis, OK, un dernier jeton, après ça, j'arrête, là. Je pioche mon jeton, oh, phew, t'as un jeton bleu, je peux le mettre. Oh, mais là, il me reste encore 5-6 jetons dans mon sac. OK, encore un dernier. Oh yes, je peux l'ajouter, je l'ajoute. OK, là c'est le dernier pour vrai, c'est le dernier. Et là, je pioche, et là c'est le jeton qui fait exploser mon chaudron. Et ce sentiment-là, là, c'est vraiment, là, c'est organique, ça vient tout seul. C'est impossible de ne pas se faire du plaisir autour d'une partie de Charlatan de Belcastel. On continue avec la position 23, Anachronie, un jeu de 2017, 1 à 4 joueurs, en passant le mode solo d'Anachronie, du jeu de base du moins, est vraiment, vraiment bon. 30 minutes, peut-être une partie solo. Ouais, peut-être une partie solo avec beaucoup de pratique. Moi, je suis jamais arrivé à une partie de 30 minutes d'Anachronie, là, à 120 minutes. Ça, je dirais que c'est un peu plus réaliste, là. 2 heures. Alors, Anachronie, le jeu est super bon. Thématique intéressante, on est dans un futur post-apocalyptique où la majorité de la surface de la Terre est inhabitable à cause de radiation d'un météorite qui est venu percuter la Terre. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'éventuellement, il y aura un nouvel impact, un nouveau météorite qui va venir frapper la Terre et on doit se préparer à cette semi-deuxième apocalypse-là. Et on va avoir 2 endroits à gérer, si on veut. On a la surface de la Terre, sur ce plateau, gigantesque plateau qui représente le plateau central, où on va pouvoir se déplacer pour faire des actions. Par contre, comme je vous le disais, la surface de la Terre est en grande majorité radioactive. Donc, si on décide d'aller jouer dans ce plateau, eh bien, on devra le faire à bord d'exosquelettes. Mais on a également des plateaux individuels qui représentent un peu comme notre repère
où on est exempt là, de radioactivité et tout ça. Et là, on va pouvoir éventuellement envoyer nos ouvriers, nos génies, nos administrateurs, nos ingénieurs, construire des bâtiments et aller y travailler dans nos laboratoires. Donc, en début de partie, on n'a pas nécessairement de bâtiments qui sont construits, mais lorsqu'on va en construire, on va pouvoir travailler directement sur notre plateau. Et ici, on voit les figurines des exosquelettes qu'on pourra envoyer éventuellement sur le plateau central. Bon, figurines qui maintenant viennent là, dans une petite boîte qu'on peut acheter séparément, à moins que ce soit inclus maintenant dans la version essentielle d'Anachronie. Aucune idée. Mais sinon, on n'a pas d'exosquelette, on a des tuiles qui les remplacent. Et ça fait le même principe, c'est juste plus beau, des miniatures comme ça, des figurines comme ça. Et on va venir insérer nos petits ouvriers à l'intérieur pour savoir quel ouvrier est dans quel exosquelette, parce que le type d'ouvrier va vraiment faire une différence. En fait, on va avoir là, des bonus ou des restrictions selon les actions qu'on va faire et les ouvriers qu'on va y envoyer. Et ce qui est particulier aussi dans Anachronie, je vais vous le montrer, c'est qu'on a une petite piste comme ça qui représente les manches en cours. Et dans Anachronie, eh bien, croyez-le ou non, le voyage dans le temps existe. Donc, au début d'une manche, on peut décider que notre futur nous va nous envoyer des ressources du futur. Donc, c'est un peu le mécanisme d'un prêt, en fait. C'est que, en début de tour, je peux décider que, ben tiens, je vais obtenir du plutonium. Le plutonium, c'est une ressource excessivement puissante et rare, du moins en début de partie, parce qu'elle va commencer à être vraiment plus accessible seulement après la 4e manche avec l'impact de la météorite. Donc, je peux décider d'avoir accès à ça tout de suite en début de partie. Par contre, je m'engage que plus tard dans la partie, je devrais retourner dans le passé pour me rembourser ce plutonium-là que je me suis envoyé moi-même. Donc, c'est comme si j'ai accès à quelque chose de très puissant tout de suite, mais plus tard dans la partie, je devrais le défausser. Autrement dit, c'est un peu ça. Et lorsque l'impact va arriver, eh bien, selon les nations qu'on va jouer, parce qu'on a des plateaux asymétriques, beaucoup d'asymétrie en début de partie, on peut avoir des emplacements qui deviennent indisponibles, qui ont été détruits, et donc moins d'exosquelettes qu'on peut envoyer sur le plateau. Bon, ça c'est le jeu de base, il existe des extensions aussi, je ne vous ai pas parlé des dirigeants aussi qui vont nous donner un pouvoir asymétrique, comme on voit là, juste ici. Et l'asymétrie des peuples, justement, je ne vous ai pas parlé des paradoxes qu'on peut créer aussi. Bref, vraiment un jeu excellent. Moi, j'aime beaucoup Anachronie. Si vous voulez avoir le revers de la médaille, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la vidéo que Vince avait fait il y a de cela un bon moment. Pourquoi je n'aime pas Anachronie? Alors, il n'était pas d'accord avec moi, mais de mon côté, là, c'est quand même le 23e meilleur jeu sur la planète selon moi. Il y a de cela quelques vidéos dans mon top 100. Je m'étais fait lancer des tomates parce que j'avais mis Gloomhaven assez bas dans mon top, là, en fait, en position peut-être entre 50 et 60. Et ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est que j'avais mis une petite astérix sur Gloomhaven parce que j'allais vous parler de Gloomhaven Jaws of the Lion qui est en position 22 de mon top. Gloomhaven Jaws of the Lion, c'est un jeu qui est sorti en 2020, 1 à 4 joueurs, durée de 30 à 120 minutes. 30, là, on est dans du solo, je dirais. Et un jeu de Isaac Childress qui est la suite un peu, si on veut, là, de Gloomhaven, qui est sorti il y a quelques années auparavant. Ici, on est dans un format qui vient régler beaucoup de choses qui, pour moi, étaient pas problématiques, mais qui étaient un peu irritants. Ici, on va voir les 4 personnages jouables dans ce jeu de campagne. Hatchet, le Demolitionist, le Void Warden et le Red Guard, qui ont toutes là, des paquets de cartes uniques, des habiletés uniques, des focus également différents. Et bon, je présuppose que vous connaissez déjà Gloomhaven. Donc,
Une des choses que j'aime, c'est que là, c'est terminé. C'est terminé de chercher des tuiles et des tuiles à travers une montagne. Et là, de chercher la 8B. Et là, il y a plein de tuiles qui se ressemblent et pas du bon côté. Tout ça, à moins d'avoir un insert, un thermoformage ou n'importe quel système de classement. C'est long à chaque début de scénario. Ça, c'est terminé. On a un livret maintenant. On vous dit, vous êtes rendu au scénario 4? Ouvrez le livret à la page 12. On ouvre ça et voilà, on a le plateau de jeu avec toutes les informations qu'on a besoin imprimées directement dessus. Et les seules tuiles qu'on a à ajouter, eh bien, c'est les personnages ou certaines tuiles de terrain ou des pièges, par exemple, ou des coffres. Mise en place, facilitante, rapide. Déjà ça, ça vient de propulser Jaws of the Lion bien au-delà de Gloomhaven. Deuxièmement, on a 5 scénarios qui sont un peu comme un tutoriel. En fait, le début de la campagne, on nous tient par la main graduellement. C'est-à-dire que le scénario 1, si vous avez déjà joué à Gloomhaven, peut-être que vous allez trouver ça trop basique, parce qu'on enlève le système d'expérience, on enlève la construction de deck, du moins pour les premiers scénarios. Mais ça, c'est très, très agréable pour intégrer des nouveaux joueurs ou juste apprendre à jouer si on n'a pas d'expérience avec le gros Gloomhaven, justement. En cours de premier, deuxième, troisième scénario, on intègre des choses graduellement. Quatrième et cinquième, on vous laisse vraiment plus tout seul et à partir du 6e scénario, vous volez de vos propres ailes. Donc ça, ce système-là est vraiment bien fait et ça vient régler un autre problème que j'avais avec Gloomhaven, c'est-à-dire que on a parfois des problèmes d'interprétation des règles, des contextes un peu particuliers. Ici, du moins pour les 5 premiers scénarios, on essaie d'étudier différents contextes, différentes situations que vous allez pouvoir rencontrer en cours de campagne et on répond au fur et à mesure à ce que vous devriez faire dans de telles circonstances. Et dernière chose, c'est que, honnêtement, là, Gloomhaven, 99 scénarios et plus, c'est tellement trop pour moi. C'est un jeu qui est très dispendieux. Jamais je vais jouer à un jeu de campagne avec plus de 100 scénarios de 2 à 3 heures chacun. Alors pour moi, j'aurais eu l'impression de jeter un peu mon argent par les fenêtres avec un jeu que je ne terminerai jamais. J'en ai déjà amplement, on va se le dire. Mais ici, Jaws of the Lion propose 25 scénarios au total. Et dans une campagne complète de Jaws of the Lion, je crois qu'on va tourner autour de 18, peut-être, selon les embranchements qu'on va rencontrer, qu'on va choisir en cours de partie, là, 18 scénarios. 18 parties pour moi, c'est parfait. Je m'assure de le terminer avec mon ami Richard, c'est sûr et certain. Alors, pour ces différentes raisons, Jaws of the Lion, 22e place. Et en position 21, le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est The Castles of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, un jeu particulièrement laid et beige de 2011, un jeu de Stefan Feld, 2 à 4 joueurs, durée de 30 à 90 minutes. Une fois qu'on est habitué là, au château de Bourgogne, c'est facile d'y jouer en moins de 60 minutes. Là. J'ai quand même plusieurs parties à 2 joueurs là, sous la barre des 50 minutes. Donc c'est faisable. Donc, dans les châteaux de Bourgogne, vous constatez ici la teinte un peu générale beige du jeu. Alors, ici, on a le plateau central. Quoique je pense, je ne sais même pas si c'est une vraie photo, là. Je pense que oui. Alors, on a le plateau central qui est quand même assez vide. Là. Habituellement, on a un peu plus de tuiles là-dessus, donc c'est en cours de manche. Et on va avoir aussi un plateau personnel. Donc, on a la possibilité, dès le début de la partie, d'y aller du côté standard de notre plateau, c'est-à-dire tout le monde pareil, ou de l'autre côté, un côté asymétrique. Donc, les régions vont être disposées différemment pour tous les joueurs. Sans que ça avantage vraiment une configuration, ça peut nous amener vers des focus différents. Alors ça, c'est intéressant. Déjà là, un aspect asymétrique en 2011. Mes amis, Stefan Feld est un visionnaire. Et ultimement, ce qu'on va faire à notre tour, c'est qu'on va lancer nos 2 dés
Et nos 2 dés la valeur de ces dés vont dicter les actions qu'on peut faire. Donc, on a ici 6 cases, valeur de 1 à 6. Si je lance un 6, eh bien, je vais pouvoir peut-être venir récupérer des marchandises qui sont dans ce marché, peut-être venir chercher des tuiles qui sont dans cette zone. Bon, pour l'instant, cette zone est vide, mais ça serait possible. Ou je pourrais alors décider de vendre des marchandises qui ont une valeur de 6. Ou je pourrais aussi, là, il y a une autre action. Ah oui, c'est vrai, je pourrais aussi récupérer des ouvriers qui vont me permettre de modifier la valeur de mes dés, de plus ou moins 1 ou 2, je me souviens plus, de plus ou moins 1, je crois, par ouvrier, pour justement aller chercher peut-être des cases différentes, pour ne pas être trop esclave de la valeur de nos dés. Et lorsqu'on va récupérer des tuiles, on va venir les placer dans notre royaume selon la valeur du dé qu'on a utilisé. En fait, non, c'est pas vrai. Lorsqu'on va récupérer une tuile, c'est l'action que j'oubliais, on va la placer dans notre petite réserve, ici, dans le haut de notre plateau. Et après ça, comme deuxième action, eh bien maintenant, je pourrais récupérer la tuile que j'ai récupérée avec mon 6 et utiliser un 5 pour aller placer ma tuile sur une case 5 qui est libre. Mais pour ça, eh bien, je dois avoir construit au moins certaines tuiles pour me rendre jusqu'à cet emplacement. Et là, on voit un peu mieux ici. Chaque bâtiment, chaque tuile qu'on va placer a un pouvoir, une possibilité aussi. Les bateaux vont nous faire avancer sur la piste de la rivière. Les mines vont nous permettre de récupérer des pépites d'argent. Les châteaux, comme ça, vers forêt, vont nous permettre de rejouer une troisième action fictive dans notre tour. Les tuiles jaunes vont être souvent des pouvoirs ou des occasions de faire des points en fin de partie. Les animaux, ce sont des points, juste plein de points. Et les bâtiments, eh bien, comme on le voit ici, on a plusieurs pouvoirs différents pour chaque bâtiment. Lorsqu'on termine une zone, on va pouvoir faire des points. Plus la zone est grande, plus on fera de points. Plus on termine la zone rapidement durant la partie, plus on fait de points. C'est une salade de points. C'est un Stéphane Feld. Alors, il y a un de mes amis qui disait... Tu regardes le plateau puis tu fais des points. C'est pratiquement ça. Il y a le marché noir aussi dans lequel on va pouvoir aller récupérer des tuiles en utilisant nos pépites, les marchandises, tout ça. Vraiment, vraiment un jeu super agréable. J'ai fait des dizaines de parties à 2 joueurs et je crois que j'ai seulement joué 1 fois ou 2 à plus de... Ouais, peut-être 2 ou 3 fois à plus de 2 joueurs. C'est vraiment un jeu idéal là, pour jouer en couple, pour jouer à 2. Là. C'est rapide, c'est différent à chaque fois. Position 21, bien méritée. Bravo. Bravo, Castles of Burgundy. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des jeux en position 30 jusqu'à 21. J'espère que vous appréciez toujours la publication de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Laissez-moi savoir dans les commentaires à combien de jeux en commun est-ce que vous et moi on est rendus. Il nous reste 2 vidéos. J'ai hâte de vous parler de chacun des jeux qui s'en viennent. Restez à l'affût. Laissez-moi 2, 3, 4 pouces vers le haut si vous avez bien apprécié cette vidéo et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de mon top 100. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2